J'aimerais justement, comme point d'orgue à cette soirée, inviter quelqu'un qui va qui va nous revenir sur, en fait, revenir avec ses impressions sur ce qu'il vient d'entendre. Alors, la vision d'un patient partenaire, c'est ce que nous présente Nicolas Fernandez. Veuillez l'accueillir. Écoutez, je suis ébloui. Je suis patient, comme vous avez vu, je suis patient. Je vous parle d'abord de patient, et après je vais vous parler de partenaire ou partenariat. Donc, je suis vraiment ébloui de voir ces 4 axes de recherche, ces 4 projets de recherche qui nous bénéficient tous. C'est incroyable. Moi qui étais content d'avoir des docteurs qui s'occupaient de moi, qui s'occupaient de ma famille, je vais vous expliquer un peu mon histoire, mais là, de voir en plus qu'il y a des ingénieurs qui travaillent avec des docteurs, c'est quand même incroyable. Je vous remercie beaucoup. En fait, moi, je suis un greffé rénal. J'ai eu une greffe il y a 8 ans, il y a 11 ans. J'ai fait 8 ans de dialyse. Alors, quand le docteur Cardinal parle de la dialyse, je sais exactement de quoi elle parle et de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je ne peux pas vous expliquer à quel point je suis heureux d'entendre ce qu'ils vous ont présenté tout à l'heure. La dialyse, c'est un peu comme, il y a un collègue qui l'a comparé un peu comme mettre un petit chaton dans un blender avec des pales, pas en métal, mais en caoutchouc doux, pour vraiment traiter ou le soigner. C'est vrai qu'on n'a pas le choix, on doit le faire, mais c'est une technologie qui est très, 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 très douloureuse et très en fait, onéreuse. On ne peut pas vivre éternellement en dialyse. Je dois aussi dire, puis là, je me suis amusé à regarder les 4 projets, puis moi aussi, je suis touché un peu par l'ensemble des projets qui ont été présentés. J'ai une scoliose, je ne sais pas si vous avez remarqué lorsque vous m'avez vu. Non, mais vous ne faites pas des farces, là. C'est ça, effectivement, à 11 ans, j'étais un des 3 étudiants à mon école qui était appelé à l'hôpital Shriners à l'époque pour venir voir parce qu'on avait une scoliose. Moi, je n'ai aucune idée de ce que c'était. Puis évidemment, je n'ai pas eu les traitements mais mon fils aurait beaucoup bénéficié de ces traitements-là parce que lui aussi, il a une scoliose, c'était génétique. Alors, je suis touché par ça. Je suis aussi... ma conjointe, actuellement, a eu un cancer ma main, du sein, et elle a eu une ablation. Je ne vais pas mal parler, mais elle a eu une ablation d'un sein. Puis je pense qu'elle est comme confiante qu'ils ont enlevé le tissu cancéreux. Pour un patient, c'est super important par la suite de savoir est-ce qu'ils ont tout enlevé ou pas. Et donc, moi, je raisonne beaucoup avec votre travail dans ce sens-là. Si moi, j'avais un cancer, j'aurais voulu savoir que tout le cancer cancéreux a été extirpé de manière adéquate. Et finalement, au niveau de qui n'est pas patient, est-ce qu'il y a des patients dans la salle? Ben oui, alors on lève la main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont patients? Oui, levez la main. Avez-vous déjà attendu dans une file Est-ce qu'il y en a qui un jour vont peut-être être patients? Avez-vous déjà attendu dans une salle d'attente? C'est un problème. On est dans un système qui est merveilleux. Ça ne coûte rien. Hein? Moi, je viens du Chili. Ma famille vient du Chili. Ça fait longtemps qu'on est ici. Mais ça ne nous a rien coûté. Bien, rien coûté. C'est-à-dire du temps et tout ça, l'investissement. Mais en termes de... On serait ruiné financièrement dans un autre pays pour faire tout ce que j'ai eu. Alors, il faut quand même saluer ça. C'est-à-dire on vit dans une société ouverte, généreuse et bien organisée pour offrir à ses citoyens des services de santé de qualité. Et donc, l'optimisation des soins me paraît... Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bien gérer les soins. Et je vous rappelle toujours, pour moi, faire un choix, c'est renoncer. Alors, c'est ça que moi, je pense qui constitue un peu la limite. C'est que oui, on peut avoir des logiciels et des statistiques pour nous aider à faire des choix, mais le choix revient toujours à l'être humain. Parce que c'est l'être humain qui va être capable de négocier, de vivre avec les renoncements. Et donc, je vous mets ça pour rappeler ça que oui, on peut éventuellement, docteur Petreka, dire qu'on va remplacer des chirurgiens, des radio-oncologues, etc., mais je pense que c'est très loin ce jour-là, parce qu'il faut toujours avoir besoin d'un être humain qui est capable de gérer avec les renoncements. Est-ce qu'il me reste du temps? Quelques minutes, oui. Alors, une minute, mais oui, mais vous êtes, écoutez, on est fasciné, on est pendu à vos lèvres, là, okay. donc là, vous... Une minute, OK.
Donc, bon, alors, juste quelques mots par rapport à la vie du patient, ceux qui sont là, qui sont patients, ceux qui avouent être patients. Le plus important pour nous, comme patients, il y a trois choses. C'est vraiment hiérarchique. D'abord, c'est la sécurité. Savoir que si on va mal, à un moment donné, il y a quelqu'un dans un hôpital, au bout de la ligne, qui va être là pour savoir quoi faire et s'occuper de nous. Number one. Ensuite, le deuxième, c'est de bien-être, c'est de se sentir bien. Pourquoi se sentir bien? Pour vivre notre vie. On a une vie à vivre, on a des projets, on a des familles, on a des gens qu'on aime, on veut être bien. Et le troisième élément que je découvre moi en tant que partenaire, patient-partenaire, c'est le goût de redonner. Moi, ce que je dois à la médecine est énorme. Sans tous ces progrès qui ont eu lieu au niveau néphrologique et au niveau de la médecine, je ne serais pas là, simplement. S'il n'y avait pas inventé la dialyse, je ne serais pas là. Alors, c'est sûr que moi, comme patient maintenant, qui ai eu la chance de réfléchir à ma situation, bon, je vous avoue que je suis professeur à la faculté de médecine en pédagogie médicale, mais je collabore beaucoup avec le Centre d'excellence du partenariat patient et avec le public. C'est que les patients ont le goût de redonner à la science, ont le goût de participer au projet de recherche, ont le goût de participer à l'amélioration des soins et ont le goût de participer à l'amélioration continue. Alors, en tant que patient partenaire, à l'université, vous savez, vous connaissez l'Université de Montréal, c'est pas loin de Polytechnique. On a développé une expertise mondiale, c'est-à-dire on est vraiment at the forefront. Je suis bilingue aussi. J'arrive pas à trouver le mot en français, c'est pour ça. On est vraiment au-devant de cette idée-là d'intégrer le patient dans toutes les activités de recherche, de soins et notamment dans l'enseignement, par exemple. Vous savez qu'à l'Université de Montréal, il y a un programme de collaboration interprofessionnelle en santé. 1400 étudiants de toutes les professions de la santé se réunissent une journée et ils sont mis en petits groupes, ça fait 140 petits groupes de 10. Et chaque petit groupe est animé d'un clinicien et d'un patient. Et vous verrez les yeux des étudiants lorsque le patient prend la parole et commence à parler de son histoire. Ça les contextualise, ça les motive, ça renoue leur engagement vers cette profession qui, des fois, est parfois difficile. C'est long, le travail de médecin ou de professionnel de la santé. Alors, voilà ce que le patient partenaire peut faire et je trouve que l'avenir, c'est là. De plus en plus, on va entendre parler des patients qui sont impliqués dans la recherche et des patients qui vont venir vous parler comme ça de la science. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Fernandez. Vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, on va, avant de prendre vos questions, on va terminer sur une petite discussion, je dirais, de chercheurs qui ont écouté d'autres chercheurs. Et là, on est vraiment là, dans la très, très large pluridisciplinarité. J'aimerais peut-être vous entendre sur les travaux de vos collègues, comment vous voyez justement ces collaborations souvent qui font se réunir des gens qui ont des parcours très différents. Qui voudrait se lancer là-dessus? Louis-Martin, je vous ai vu avec le micro. Vous êtes pris? Ah non, c'était pas vous qui l'aviez, non. Ben, tiens, on va y aller avec Nadia. Je voulais juste faire une blague. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est Héloïse Cardinal qui est allée consulter André Alodi. C'est elle la médecin. Mais quand même, moi, j'aimerais que vous entendre comme chercheur. Qu'est-ce que ça fait d'entendre justement ces histoires de collaboration, peut-être pas dans votre domaine, mais dans les domaines connexes? Tiens, j'aimerais peut-être, Carl-Éric, vous entendre sur ce que vous avez entendu de vos collègues ce soir. Mais en fait, j'ai vu une richesse d'expériences, de collaboration qui ont donné lieu à des histoires heureuses. Et essentiellement, l'innovation vient quand on va au-delà de la discipline dans laquelle on est, être capable de marier notre discipline à celle d'une autre et de le faire d'une façon intelligente, d'une façon constructive, créative, qui permet de faire plus que juste l'addition des deux disciplines. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, la transdisciplinarité. C'est lorsqu'on va au-delà de la somme des disciplines, mais d'être capable de les combiner et d'aller plus loin, puis de dépasser les frontières de ce qui n'était pas possible de faire. Ouais. Et ça, ça se fait justement quand il y a des lieux de rencontre, des endroits où on peut collaborer, échanger, puis réfléchir en mettant ensemble des cultures qui sont différentes, des approches qui sont différentes, en parlant des langages qui sont parfois différents, souvent différents, Ouais. puis d'arriver à des solutions innovantes. Ouais.
Louis Martin, oui. Après ça, on va aller à Andrea. Louis Non, Martin. Une chose oui. très rapide. Frédéric l'a dit très bien, c'est beaucoup de fun. Hein, et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble parce qu'on voit, surtout en santé, on a même on voit la possibilité de donner comme ingénieur, comme mathématicien, de donner vraiment une contribution dans la société, mais aussi de travailler avec des collègues d'autres disciplines, c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Et de voir qu'à la fin, il y a un patient qui va aller mieux, puis que la somme de ce qu'on ajoute permet d'améliorer la qualité de vie de d'autres personnes. Je pense que c'est ça qui est motivant. C'est très chouette que vous souligniez le plaisir. Hein. Je pense qu'on le dit pas souvent en science. On pense qu'il y a l'austérité qui est derrière ça. Puis effectivement, une partie du travail scientifique fait partie. On est dans les calculs, on est dans notre labo. Il y a un aspect justement qui l'est, mais il y a aussi le plaisir qui se rajoute là-dessus. Louis Martin, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Mais moi, j'ai étudié en informatique à l'Université Montréal, dans la branche de la recherche opérationnelle. J'ai un collègue français qui a dit avec beaucoup de justesse il y a quelques années, en comparant avec l'astronomie, en disant l'astronomie, c'est pas la science des télescopes. Et dans ce sens-là, l'informatique, c'était pas la science des ordinateurs. Pour moi, c'est la science de ce qu'on peut faire avec les ordinateurs et avec les mathématiques. Donc, on a été formés pendant une dizaine d'années, à faire le doctorat, tout ça, à apprendre à utiliser les mathématiques et l'informatique pour résoudre des problèmes. Et quand on arrive, soit sur le marché du travail ou dans l'universitaire, maintenant, on commence à résoudre des problèmes. Donc, quand les gens viennent nous voir avec des problèmes passionnants, et à chaque année, des gens viennent nous voir, différents gens viennent nous voir avec différents problèmes, on passe notre carrière à apprendre une nouvelle chose et à résoudre des problèmes différents. Le plaisir intellectuel de résoudre des cancers différents chaque année qui perpétuel. Oui. Quel est le futur, justement, de ces collaborations-là? J'aimerais vous entendre là-dessus, sur ces maillages-là, Héloïse Cardinal. Ça fonctionne dans votre domaine? C'est certain. Moi, Andrea, il est pris avec moi pour longtemps, ça c'est clair. mais je voudrais juste quand même souligner, il y a 2 patients partenaires ici ce soir. Je pense que ça, c'est là pour rester, puis ça va se développer davantage. Moi, je suis allée dans des groupes de recherche, dans des congrès, puis on devait établir des priorités pour notre groupe de recherche. Mm-hmm. Puis la minute où il y a un patient dans la discussion, tout est changé. Parce que quand c'est des docteurs, ça parle de mortalité, d'infarctus, de cancer. Bon, c'est important. Ouais, C'est pas important. Mais quand le patient est là, ça parle de est-ce qu'il va avoir un soutien pour ma famille, comment on aide, par exemple, les choses qui sont symptomatiques, les démangeaisons en insuffisance rénale, les crampes en insuffisance rénale. C'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle dimension pour fixer les priorités de recherche, puis c'est vraiment là pour rester. Oui, j'aimerais justement peut-être vous entendre là-dessus, Caroline, sur cette importance du patient-là. Vous voyez vraiment comme partie prenante de la recherche. C'est assez gratifiant aussi. Hein? Ben oui, puis c'est de pouvoir continuer à donner qui est tellement important pour moi, justement, puis c'est de voir que, justement, souvent, c'est l'aspect, on voit tellement les chiffres ou les données, mais rendu là, quand on parle du patient, on parle de la personne en premier. On traite une personne qui a une histoire, qui a un background, qui a justement des aspirations, des rêves, qui a des projets, qui a des buts. Puis la maladie va complètement changer tout plan qu'on peut avoir, puis de façon plus ou moins temporaire, puis des fois plus permanente, comme dans mon cas. Ça a arrangé des trucs que, oui, j'ai eu une qualité de vie qui a été redonnée d'une manière incroyable, mais j'ai quand même certaines limitations qu'il faut que je prenne en compte dans la vie de tous les jours. Pas de façon énorme, mais quand même que, en ce moment, justement, j'ai quelque chose dans mon dos. Moi, il faut que je m'arrange dans des salles, parce que les chaises, c'est pas fait pour avoir un dos droit. Mais c'est des affaires banales comme ça, mais c'est dire, une vraie personne dans le vrai monde qui a une condition, ça fait quoi avec ça? Puis en gardant le patient dans l'équation, on ramène l'humain dans l'équation, justement, puis faut pas l'oublier, ça. Parce que c'est dès qu'on oublie le patient qu'on oublie vraiment pourquoi on le fait. Puis ça s'en va où? Puis ça sert à quoi? Puis la partie gratifiante, c'est de dire c'est du vrai monde à tous les jours qu'on va côtoyer, puis qu'on le sait même pas, mais que tout le monde, on travaille justement vers le big picture. J'écoutais Nicolas et je vous regardais. Je trouvais qu'il y avait tellement des ponts à faire entre vos deux expériences et justement de remettre le patient au centre de la recherche dans tout ce qui se fait ici ce soir. Il y a un aspect très humain aussi qu'on oublie aussi dans toutes ces histoires médicales-là. J'aimerais qu'on termine avec Kevin et Frédéric sur cet avenir donc du lien entre la chirurgie et l'appareillage médical. Comment est-ce que vous voyez le futur de votre collaboration? Je pense que le futur passe vraiment, Carl-Éric le disait tout à l'heure, par la transdisciplinarité, c'est-à-dire que c'est des collaborations comme celles
inclure des disciplines, des expertises dans les de grosses équipes. On voit juste 2 personnes par problème, si on veut, aujourd'hui, mais il y a plein de monde en arrière Ouais. qui, justement, on aborde des problématiques très complexes pour ces patients. Donc, même si vous êtes plus loin peut-être du patient que des gens qui travaillent avec eux, c'est quand même ce qui est la base de votre travail, néanmoins. Je pense que ça résume bien ce que Kevin voulait dire aussi. On va maintenant passer aux questions du public. Et là, oui, Andrea. Je crois que c'est important de dire que les futurs de cette collaboration sont basés sur la possibilité d'avoir beaucoup plus d'étudiants qui sont capables de voir les 2 choses différemment. Parce qu'en effet, nous, on a eu la chance, après qu'on s'est spécialisé dans notre domaine, de se rencontrer, mais l'importance serait vraiment de former des étudiants qui sont capables de voir les deux choses, par exemple des choses dans les domaines, de rester dans des labos en santé et en même temps de prendre de l'informatique, des mathématiques, des choses comme ça pour être capable de voir les 2 choses ensemble. Donc, à mon avis, Polytechnique, c'est sûr qu'il est là, et l'Université de Montréal aussi. Et il faut vraiment établir des autoroutes pour des choses comme ça, pour entraîner les gens. Écoutez, je peux pas m'empêcher de souligner aussi l'année qu'on vit, 2019, c'est le 500e de la mort de Léonard de Vinci. Et évidemment, on ne reviendra pas aux scientifiques de la Renaissance, là, ces espèces de polymathes là, qui étaient poètes puis qui en même temps construisaient des forteresses. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la biographie de Walter Isaacson sur Léonard de Vinci. Il dit qu'une partie de sa science, il l'a prise en étant assistant dans un atelier de Verrocchio à Florence où il étudiait comment les miroirs concaves faisaient de la soudure. Vous savez qu'on soudait du bronze dans les ateliers de Verrocchio avec des miroirs concaves qu'on envoyait vers donc, le métal pour créer de la chaleur. Et une partie de l'amour de la science de Léonard de Vinci est venue notamment de son travail d'artiste dans des ateliers donc de grands sculpteurs ou de grands peintres. Alors donc, il y a vraiment plein de liens à faire avec ça. Alors,